Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce mardi 13 mai. Tout de suite, voici les principales informations que nous allons développer. Les intempéries du week-end dernier ont laissé des traces à Hitia'a. Une soixantaine de familles sont sinistrées. Elles ont perdu du mobilier et de l'électroménager. Aucune d'entre elles n'a demandé à être relogée. Des solutions leur ont été proposées. Un an après les émeutes en Nouvelle-Calédonie, la situation politique et sociale est toujours très fragile. Nous sommes allés à la rencontre des Polynésiens qui ont vécu ces événements. Favoriser la créativité des élèves du secondaire dans l'écriture et l'art oratoire. C'est l'objectif des rencontres poétiques d'Henri Hiro, un concours de poésie en français et en tahitien dont les jeunes participants ont été récompensés aujourd'hui pour la 8e édition. Avec nous en plateau, Tonio Omaru, le président du jury, avec qui nous parlerons de ce concours, mais aussi de l'œuvre d'Henri Hiro. Le centre-ville de Papeete est désormais adapté au déplacement des personnes à mobilité réduite et des malvoyants. Les travaux, qui ont duré 1 an, ont coûté un peu plus de 80 millions de francs. Merci d'être avec nous. On débute ce journal par un fait divers sur la côte est de Tahiti. Le corps d'un septuagénaire a été retrouvé à Papen'o, au niveau de Rocky Point, non loin de la baie des surfeurs, au pied d'une paroi rocheuse. Cet homme était parti ce matin pour une marche, mais à la mi-journée, il n'était toujours pas revenu. Des membres de sa famille, inquiets, sont allés à sa recherche, puis ont localisé son corps. Ce sont les pompiers qui l'ont remonté. Laina Tetuanui et Teiva Ribé ont rencontré le chef de la police municipale de Papen'o en fin d'après-midi. Alors effectivement, Maruki, en début d'après-midi, vers 13h, ce drame s'est déroulé. Et les premiers, en fait, qui ont été appelés sont la police municipale de Hitiautera. Et pour en parler justement avec nous ce soir, nous recevons le responsable, chef de corps de la police municipale de Hitiautera, qui n'est autre que Philippe Veitoare. Philippe, merci d'être avec nous ce soir. Expliquez-nous quelle était la cause du drame et surtout comment ça s'est déroulé. Arrivé sur les lieux, en fait, j'ai constaté en fait, le corps en fait, du papa qui est en contrebas, qui a fait une chute d'environ de 10 mètres, je pense. Et à côté, il y avait ces deux filles en fait, qui étaient en train d'être à côté de leur papa. Il semblerait que c'est un monsieur connu de Papen'o, toujours en train de faire son sport. Oui, c'est une personne connue. En fait, la personne est de Tiare. Elle fait tout le temps son sport, que ça soit sur Tiare ou sur Papen'o. Mais voilà, il fait tout le temps sa marche. C'est une personne qu'on voit tout le temps. Et que là, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Donc là, nous laissons en fait l'enquête de la gendarmerie pour suivre son affaire. Voilà. Merci beaucoup Philippe Veitoare d'avoir été avec nous ce soir. Donc voilà, Maruki, ce que l'on pouvait dire depuis Hitiautera. Quelques précisions pour l'instant. L'enquête est en cours. Les habitants sinistrés de Hitia'a, 61 familles au total, sont encore secoués après les intempéries du week-end dernier. Certaines maisons ont été inondées, l'électroménager est hors service, le mobilier d'intérieur est abîmé. Il y a donc plusieurs demandes d'indemnisation, mais aucune de relogement, car les sinistrés veulent rester dans leur habitation. L'OPH a proposé des maisons sur pilotis à ceux qui n'en avaient pas encore. Nicolas Suir, Patrick Tsinsing. De l'eau dans les placards, 4 jours après l'inondation, les habitants n'ont pas tous fini de nettoyer leur logement. Camélia avait de l'eau jusqu'aux genoux dans sa maison de plein pied. On a été inondé une fois à Pâques et une deuxième fois ce week-end. Et ben voilà quoi, c'est pas la peine d'acheter quoi que ce soit. Hein. Il faut attendre que tout soit calmé, que ces travaux de pont soient terminés, qu'on évalue la hauteur, le niveau de la route et envisager des travaux pour rehausser la maison. Un peu plus loin, une autre maison de plein pied, inondée elle aussi. La grand-mère qui y vit s'est réfugiée chez sa petite fille qui habite juste à côté dans une partie surélevée. Heureusement qu'on a cette maison, parce que s'il n'y avait pas cette maison, ben on serait resté ici quand même. Et on serait dormi quand même dans la boue. Et l'odeur, c'est pas agréable. Hein. Les propriétaires de maisons sur pilotis ont rarement subi de dégâts. Celui-ci veut nous montrer ce qu'il pense être un facteur ayant aggravé l'inondation. Des arbres abattus et une buse posée selon lui sans autorisation qui réduit le lit de la rivière. Depuis la buse, nous avons reçu plus de dégâts par rapport à avant. Hein? Mais là, avec ce buse, dans ma cour, l'eau, elle est là. Aucun des 61 sinistrés du week-end dernier n'a fait de demande de relogement.
La plupart ne veulent pas quitter la terre, parce que les terrains les appartiennent et puis ils veulent rester au même endroit. Mais par contre, tout ce qu'ils demandent, c'est d'avoir des frais au péage. Parce que la plupart des maisons qui ont été inondées, ils ont été construits sur le sol. L'Office polynésien de l'habitat a pris note des doléances des sinistrés. Ils demandent du matériel pour rehausser leur maison ou directement un faré au PH, auquel cas il s'agira forcément d'un logement sur pilotis. Il y a un an, en Nouvelle-Calédonie, des violences éclataient suite au dégel du corps électoral. Depuis, le projet d'accord statutaire a été abandonné, mais le Caillou reste profondément marqué. 14 morts, dont 12 civils, la destruction de 500 entreprises. Un an après, l'économie est en berne et le processus politique grippé. Lucille Guichet, Hervé Marzin et Jérôme Ly. Il y a un an, Sohané était à Nouméa avec son équipe de rugby. Après leur match, ils se retrouvent coincés dans un des quartiers les plus durement frappés par les émeutes. L'aéroport est fermé. Ils rentreront par le premier vol militaire 10 jours plus tard. Aujourd'hui, il a une pensée pour les Calédoniens. La plupart des magasins avaient brûlé. Et là, il fallait faire la queue. C'était une scène de chaos. J'ai pu me remettre facilement au boulot avec le sport et tout. Mais c'est vrai que c'était dur de ce qu'on a vécu là-bas, de venir ici et de faire comme si tout va bien. Surtout que les gens, ils avaient du mal à trouver à manger et tout. 500 entreprises calédoniennes ont été détruites. Entre 10 000 et 15 000 personnes ont perdu leur emploi. En attendant les chiffres du recensement prévus pour juillet, on estime que 10 000 personnes ont quitté la Calédonie, surtout les professions médicales. Certaines ont choisi la Polynésie. Mais dans cette agence, il n'y a pas eu de véritable pic d'affluence pour autant. On a eu énormément d'appels. Après, comme je disais, ça ne s'est pas spécialement traduit avec des arrivées. On a eu certains clients qui sont venus, mais en fin de compte, pas autant qu'on le pensait. Jeannette, taxi à Nouméa, originaire de Rurutu, elle ne rentrera pas en Polynésie. Par obligation, parce qu'on a notre vie ici. On a tout investi ici en Calédonie. Donc c'est par obligation, parce que c'est pour retourner dans un autre pays, il va falloir redémarrer à zéro et puis à notre âge. Un an après les émeutes, la colère est toujours là. Et les divisions politiques aussi, malgré une forme d'ultimatum du ministre des Outre-mer pour parvenir à un consensus. D'une certaine manière, si je voulais être rude, mais je le crois profondément, je dirais c'est un accord ou le chaos. Cet échec d'un accord politique laisse craindre un avenir incertain dans un pays encore sous tension. Après un an et demi de report, les élections provinciales devront se tenir avant fin novembre, avec la question du corps électoral toujours en suspens. Sur les pas d'Henri Hiro, c'est le thème de la 8e édition des rencontres poétiques d'Henri Hiro, un concours de poésie destiné aux établissements du secondaire. L'objectif était de donner un espace de créativité aux collégiens et lycéens sur des sujets chers aux poètes polynésiens tels que l'identité et la culture. L'équipe pédagogique, les parents et les enfants eux-mêmes ont pu aligner leurs mots et leur donner un sens profond à travers une poésie. Exemple avec la jeune Mila et son poème « L'enfant du pays » en hommage à Henri Hiro. Écoutez. Je m'appelle Henri et je suis née à Tahiti. Je m'appelle Henri et j'ai déjà beaucoup écrit. J'ai combattu beaucoup de causes sans jamais prendre de pause. J'ai passé ma vie à enseigner dans l'espoir d'être écoutée. J'ai transmis mon goût des mots du plus petit au plus beau. J'ai aimé le cinéma qui me le rendra. J'ai combattu le nucléaire pour ne pas manquer d'air. Si je dois laisser un héritage, ce sera celui de mon ancrage, porté par mon langage, façonné de mes mains, pour que demain, après-demain, mes enfants et tous les miens portent haut et fort le paréo et l'effort. Des vers très inspirants. Avec nous en plateau, Tonio Omaru, président du jury de la 8e édition des rencontres poétiques d'Henri Hiro. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. La remise des prix a donc eu lieu aujourd'hui à la présidence. Combien d'élèves ont participé à ce concours de poésie et quelles ont été les différentes étapes avant cette remise des prix?
Donc merci, effectivement, plus de 60 élèves ont participé à cet événement. Donc événement qui se déroule en 2 temps. La première partie consiste en l'écriture et ensuite vient au mois de mars, les membres du jury ont évalué les premières productions, ce qui a permis d'avoir en fait les 20 lauréats qui se sont défendus aujourd'hui. Donc la deuxième phase qui est la déclamation orale, aussi bien en langue française qu'en langue polynésienne. Il y avait donc, comme vous le dites, des poèmes en langue française, mais aussi en tahitien, des orero pour certains. Quelles sont les différentes catégories donc, qui ont été mises en place? Effectivement, nous avons 2 grandes catégories. Donc l'écriture en langue française, se déclinant en 2 sous-catégories avec le niveau 6e, 5e, 4e et 3e. La même chose pour les langues polynésiennes avec 3 sous-catégories par contre. Le niveau 6e, 5e, puis 4e et 3e. Et cette année, nous avons ouvert en fait le concours aux élèves du lycée. Vous avez espéré en attirer davantage des élèves du lycée? Oui, mais pour une première, on s'y attendait, c'est déjà pas mal. 4 élèves ont participé et les années suivantes nous montreront qu'on aura beaucoup plus de participation des lycéens. Est-ce que vous êtes satisfait de la créativité de ces élèves? Je pense qu'on ne peut être que satisfait de leur production, de leur créativité, car on a constaté depuis plusieurs années déjà que les élèves sont de plus en plus attirés en fait par l'écriture, par la créativité poétique et notamment grâce à l'accompagnement des enseignants aussi bien en français qu'en langue polynésienne et qui les outils en fait, qui leur donnent les moyens d'écrire afin de mettre sur l'écrit dans un premier temps leur propre réflexion de quelle manière en fait ils conçoivent le monde et comment est-ce qu'ils peuvent agir grâce à l'écriture. Est-ce que vous pensez déjà à la 9e édition? Oui, c'est déjà, donc il y a un comité organisateur donc, géré par ma collègue Jeanne Riré, qui est professeure de tahitien et de français au Collège de Tévaouta, accompagné également par l'inspecteur académique, M. Lelu Gaëtan. Donc tous deux, avec d'autres collègues, sont en train de réfléchir à l'édition prochaine. Tonio Omaru, en 2022, vous avez été lauréat du prix du public pour le concours Ma thèse en 180 secondes. Vous aviez travaillé sur l'œuvre de Henri Hiro et vous trouviez qu'elle n'était pas assez exploitée dans les écoles. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé? Donc, je te remercie pour la question. Effectivement, c'était un constat dans le cadre de mon projet de doctoral sur l'œuvre artistique et littéraire de Henri Hiro. Et ça a été un constat terrifiant au départ lorsque j'ai rencontré des élèves d'un établissement en leur posant la question qui est Henri Hiro. 99% c'est un établissement. Donc, quelque peu frappant et désolant. Et avec le concours de nos politiciens, l'année dernière déjà, un grand hommage a été rendu à Henri Hiro par le ministère de la Culture et de l'Éducation. Et l'hommage est encore poursuivi cette année par le biais de ce concours. Et c'est très intéressant de voir comment est-ce que la société, par le biais de nos élèves et de l'éducation, arrive à s'approprier des personnages symboliques et quelque part fondateur en fait de notre société, puisque Henri Hiro est Henri Hiro. C'est un peu mieux donc, si on comprend bien votre réponse. À l'époque d'Henri Hiro, en tout cas, la population polynésienne s'effritait après l'installation du CEP. Aujourd'hui, il y a cet héritage de l'histoire nucléaire, mais il y a d'autres problématiques, la drogue, les violences. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des écrivains, des poètes qui s'expriment sur ces sujets? Nous en avons énormément, pas qu'en langue polynésienne, mais également en langue française. Je pense à Tita Wapé, je pense également à Luis Perzer, Foura de Vatine, Camilla Maraca, enfin énormément en fait, aussi bien à l'échelle de la Polynésie qu'à l'échelle océanienne. En fait, de nombreuses interrogations ont été réfléchies, ont suscité une réflexion de la part des intellectuels et des autochtones notamment. Donc on voit également au Heiba, que ce soit au Heiba Taurea ou Heiba Itaiti, que les auteurs qui écrivent en langue autochtone, en langue polynésienne, manifestent un petit peu leur regard artistique, littéraire sur l'évolution de la société et qui rejoint quelque part ce que dénonçait déjà Henri Hiro dans les années 70 avec son regard visionnaire, mais avec beaucoup de conviction. Pour lui, l'important étant de préserver une forme d'équilibre et des valeurs polynésiennes dans cette société qui est totalement ensevelie par cette mondialisation. Et sa crainte, en fait, c'est l'aliénation. Donc, le Polynésien se perd lui-même chez lui-même. Donc, écrire, c'est forcément une bonne chose pour l'expression locale. Merci beaucoup, Tonio Omaru, d'avoir répondu à nos questions.
Le centre-ville de Papeete est désormais adapté au déplacement des personnes à mobilité réduite ou des malvoyants. 12 km de cheminement ont été aménagés. Hayari Tahiata et Ivaribé ont recueilli les avis des principaux concernés. Dans le vacarme de la ville, Arsène se déplace désormais plus sereinement. Les nouvelles rampes aménagées en bordure des trottoirs lui facilitent la vie. Dorénavant, la ville lui semble plus accessible. Avant, il y a des trottoirs, les photos ne passent pas. On peut se prendre la route. Après, revenir. C'est dangereux. Carrément dangereux. Et la voiture s'est arrêtée. Hein. C'est à ton nom, tu passes. Ça te faisait peur aussi un peu? Ah oui. Mais on peut se passer, sinon il n'a pas arrêt. Et aujourd'hui, c'est top. Depuis février dernier, une vingtaine de sites dans l'hypercentre de la ville ont été aménagés. Rampes, trottoirs, garde-corps ou encore bandes podotactiles pour les non-voyants. Au total, 12 km de cheminement ont été rendus plus accessibles aux personnes à mobilité réduite, un défi relevé par la commune de Papeete. Nous avons à Papeete des voies qui appartiennent au pays, des voies qui appartiennent à la mairie et des trottoirs qui appartiennent au privé. Ça n'a pas été facile. Il a fallu discuter avec les commerçants qui ne se rendaient pas bien compte de ce qu'on voulait faire. Et donc, quand ils ont vu à côté que ça a été bien fait, ils m'ont dit « Ok, moi je suis d'accord ». Pour Henriette Camia, la conclusion de ces chantiers est une grande étape à célébrer. Mais le travail est encore loin d'être terminé. Maintenant, il nous reste le travail à continuer avec la commune, avec les autres communes, avec lesquelles on a signé la charte de l'accessibilité et du handicap. Hein. Il y a la commune de Pirée, de Aroué, de Mahina. Et c'est vrai, prochainement, il y aura aussi la commune de Fa'a, la commune de... On est aussi en train de voir la commune de Punaawia et celle de Paea. Le coût total des travaux à Papeete s'élève à 82 millions de francs pacifiques, le prix d'une nouvelle victoire pour la cause des personnes handicapées. Une nouvelle plateforme de dons, www.hina.pf, vient d'être lancée par Tahiti Tourisme. Le but est de favoriser un tourisme durable et inclusif en permettant aux visiteurs de financer des causes environnementales, culturelles ou sociales. 4 projets ont ainsi été sélectionnés par la Fondation Anavei et la FAPE, la sauvegarde des chiens abandonnés de Tahiti et des îles, le soutien à la navigation traditionnelle, la préservation des baleines à Moorea et la protection des dauphins de la passe de Tiputa à Rongiroa. Jean-Marc Mosselin, directeur de Tahiti Tourisme, nous en dit plus. C'est un challenge de savoir si, on va dire, ça va prendre. Il est vrai que le marché américain est assez sensible à des donations, mais je pense que on a beaucoup d'espoir aussi sur les résidents polynésiens qui ne savent pas nécessairement comment contribuer et qui vont pouvoir, à travers cette plateforme, soutenir notamment, c'est d'actualité, de soutenir les animaux qui sont en détresse, de soutenir la culture à travers l'exemple des pirogues polynésiennes qui ont un peu disparu au cours de l'histoire. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités pour les visiteurs comme pour les résidents de pouvoir justement contribuer à ces initiatives. Jean-Marc Mosselin était au micro de Jérôme Lee. L'information principale de ce mardi 13 mai, un septuagénaire est décédé aujourd'hui à Papeete, non loin de la baie des Surfeurs. Il avait quitté son domicile pour une marche sportive. Ce sont ses proches, inquiets de ne pas le voir revenir, qui ont retrouvé son corps en contrebas d'une paroi rocheuse. On ne connaît pas les causes de sa mort, mais une autopsie doit être effectuée. À la une de Tahiti Info, demain, essai nucléaire, Manuel Valls pour un pardon de l'État à la Polynésie française. Et puis demain matin, l'adjudant Anthony Doucet, chef du centre de recrutement, concours et sélection de la Gendarmerie nationale en Polynésie, sera l'invité café de la matinale radio. Il viendra parler de la journée portes ouvertes de la gendarmerie prévue ce samedi à la brigade de Fa'a. Sur vos écrans, après ce journal, la série documentaire Sauvage qui nous emmène à Nukuhiva, puis 2 épisodes de la fiction de Glades. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur une chanson des élèves du collège de Makemo qui ont participé à la 8e édition des rencontres poétiques d'Henri Hiro. Passez une très belle soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Makemo
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.